Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler l'espace, dont les mystères fascinent l'homme depuis le début des temps. En Chine, le vaisseau spatial habité Shenzhou 11 vient d'être lancé avec succès, un pas important dans l'optique de déploiement à l'environ 2020 de la première station spatiale chinoise. Et la Chine appelle à la coopération internationale autour de ce projet. Aujourd'hui, dans nos émissions, nous allons revenir sur la tradition astronomique de la Chine tout au long de son histoire. Nous allons aussi essayer d'analyser le développement de l'industrie spatiale chinoise et son impact sur le reste du monde. Avant de commencer, je vous propose de regarder ce reportage. Le 17 octobre, à 7h30, le vaisseau spatial habité Shenzhou 11 a été envoyé depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan par une fusée porteuse Longue Marche 2F. Le vaisseau a réussi son amarrage automatisé au laboratoire spatial en orbite Tiangong 2. Les deux astronautes à bord du vaisseau sont entrés dans le premier véritable laboratoire spatial chinois. Ils vont travailler et vivre dans le Tiangong 2 pendant une période de 30 jours, un préalable indispensable pour mener à bien le projet de station spatiale modulaire chinoise qui est envisagé pour 2022. La mission de Shenzhou 11 vise à transporter du personnel et du matériel entre la Terre et Tiangong 2 et à vérifier les technologies de rendez-vous, d'amarrage et de retour. Les capacités de ce complexe à assurer la vie, le travail et la santé des astronautes seront testées, tout comme les compétences des astronautes à effectuer des missions de vol. Les autres objectifs comprennent des expériences de médecine aérospatiale et de sciences spatiales, des travaux de maintenance en orbite avec une participation humaine, ainsi que des activités de vulgarisation des connaissances scientifiques. L'équipe chargée de cette mission est constituée de 2 astronautes. Jing Haipeng, le commandant de la mission, un vétéran de 50 ans qui a déjà effectué des missions sur Shenzhou 7 et Shenzhou 9, et Chen Dong, âgé de 38 ans, qui effectue sa première mission spatiale. Ce vol sera le plus long jamais réalisé par le programme spatial chinois. Au départ très limité, le programme a réalisé en quelques décennies des progrès exceptionnels qui ont permis à la Chine de rejoindre le rang des grandes puissances spatiales. De Shenzhou 1 à Shenzhou 11, entre grandes ambitions et pragmatisme, le projet spatial chinois a connu une ascension irrésistible. Une Chine qui a l'intention de mettre à profit les prochaines décennies pour accomplir ses objectifs en matière d'exploration lunaire et d'utilisation de l'espace afin de transformer en réalité le rêve spatial du peuple chinois. Merci de nous retrouver. Alors aujourd'hui, sur notre plateau, nous accueillons Dr Feng Yaoqi. Vous travaillez à l'Académie chinoise de technologie spatiale, filiale de la Société Sciences et Technologies aérospatiales de Chine. Et professeur Xu Tiebing, vous travaillez à l'Université de communication de Chine. Vous êtes politologue et spécialiste dans la relation internationale. Bienvenue sur notre plateau. Alors la première question, je pense, je vais m'adresser à professeur Xu. En Chine, comme partout dans le monde, il existe beaucoup de traditions astronomiques. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la légende et les inventions en Chine dans ce domaine? Les mots sont exacts. pour moi, il s'agit de trois domaines. Le premier, c'est la mythologie. Quand on parle par exemple de Chang'e ou d'autres histoires, donc cela représente surtout le rêve. Et deuxième, c'est astrologie, lié avec les conditions météorologiques, mais aussi politiquement, ça lié avec les dynasties. Il y a toujours dans la cour des grandes institutions pour voir tout ce qui se passe dans le ciel. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est lié avec l'évolution de technologie, c'est une recherche scientifique. On se souvient toujours chez nous, il y a l'homme qui s'appelle Wan, sous dynastie de Ming, qui a fabriqué artisanalement un fusée, mais rudimentaire, et qui a lancé dans l'histoire humaine le premier lancement dans la Bible. Bien que n'ont pas réussi, mais tout de même, ça présente une tendance que finalement, c'est que les autres avancent, c'est dans la vie vraiment
je dirais, aérospatiale. Alors aujourd'hui, on voit que le président chinois Xi Jinping a déclaré que le rêve spatial était une composante importante du rêve chinois, une notion importante qu'il a mentionnée. Et que représente l'industrie spatiale pour la Chine actuellement, Dr. Fong? Oui, en fait, la science et l'industrie spatiale est une synthèse de toutes les hautes technologies. Et en fait, elle aussi représente la capacité d'un pays en matière de recherche scientifique et technologique. Et c'est-à-dire, mais elle aussi reflète sa puissance économique nationale. Donc, on peut dire que l'industrie aérospatiale est une étiquette de la puissance nationale et globale. Et depuis en fait le lancement du premier satellite jusqu'à maintenant, et la science spatiale est une des branches des sciences qui a contribué plus au développement de la société humaine. Donc les grands succès et progrès de la technologie aérospatiale et contribué et ont des en fait influences très importantes de l'ordre mondial de façon extrêmement importante. De toute évidence, l'industrie spatiale joue un rôle stratégique dans de nombreux domaines comme la défense, et la technologie, et la science, et l'économie. C'est pour ça, en fait, la Chine est un grand pays qui, dans le monde, avec une puissance nationale importante. Donc, il est essentiel pour notre pays de développer de l'industrie spatiale et aussi de devenir une grande nation si nous voulons réaliser un rêve chinois d'une naissance nationale. Alors, comme vous avez mentionné, maintenant la Chine a beaucoup de progrès dans l'industrie spatiale. On voit récemment le succès du lancement du vaisseau spatial Shenzhou 11. Est-ce qu'il y a des points forts qui vous marquent particulièrement, Monsieur Xu, dans ce lancement? Je vais d'abord ajouter quelques mots sur le propos de Dr. Fong. Bien sûr, aujourd'hui, si on voit le président Xi Jinping s'affirme, souligne le rêve chinois. Mais n'oublions pas que finalement, il s'agit d'une continuité. Déjà 60 ans avant, c'est la Chine naissante. C'est-à-dire au milieu des années 50, on a déjà fondé l'institution, disons, dans ce domaine. Et puis en 1970, c'est le lancement de premier. Et surtout, depuis ce siècle, il y a une série de progressions, pas à pas, solides, mais assez rapides. Concernant par exemple, je dirais que le Shenzhou 11, pour moi c'est vraiment cet avancement accéléré, puisque finalement quand on se souvient des projets nationaux, le programme national dans aérospatial de, disons, janvier 1992, déjà on dit environ dans 30 ans ou 40 ans, on va réaliser, on va atteindre quel objectif. Et depuis, disons, de ce siècle, disons 15 ans environ, on voit que vraiment, c'est que depuis le Shenzhou 1 jusqu'à Shenzhou 11, c'est un rythme accéléré et chaque fois, il y a des améliorations, la progression, disons, plus vite plus rapide que la prévue. C'est là que je pense que c'est bien. Et surtout, cette fois-ci, c'est qu'on est en train dans un vol, disons, habité plus d'un mois. Là, c'est tout de même, c'est un pas, disons, géant. C'est la plus grande durée. Oui. Il faut marquer aussi que quand la Chine développe son industrie spatiale, elle a bien souligné que son objectif est un peu d'utiliser l'espace pour le bénéfice de tous, mais pas uniquement de la Chine, et on va y revenir un peu plus tard. Alors, sur le plan technique, quels sont les points intéressants de Shenzhou 11? Je pense que les téléspectateurs du monde entier vont s'intéresser à la vie des astronautes sur l'espace. Comment ça se passe, Dr. Fong? Oui, le vaisseau spatial Shenzhou 11 en fait a été lancé avec grand succès le 17 octobre. Et après 2 jours de vol et du réglage de trajectoire en orbite, en fait, il a
le vaisseau Shenzhou 11, il a effectué les rendez-vous avec le laboratoire spatial Tiangong 2. Et puis les deux taïkonautes, ils ont entré dans le laboratoire de Tiangong 2. Et après, ils ont commencé la vie et le travail pour un mois à l'intérieur du laboratoire spatial Tiangong 2. Et le vaisseau 11, en fait, est le vol du programme spatial le plus long. Ça va durer à peu près environ un mois à l'intérieur. Et l'un des objectifs de Shenzhou 11, en fait, de tester la capacité d'assurer la vie et le travail et la santé des astronautes pour une durée moyenne. Et en fait, les taïkonautes vont suivre à l'intérieur du laboratoire spatial, vont suivre le même horaire comme sur Terre. Et en fait, c'est à peu près comme 8 heures par jour. 6 jours par semaine, et ils ont suivi le même rythme que sur la Terre. Et pour cette mission, en fait, ils ont apporté beaucoup de riche nourriture, spécialement préparée pour cette mission. Au total, à peu près 100 sortes de nourriture. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, voilà. Et pour ça, en fait, à l'intérieur du laboratoire, ils ont, en dehors du travail, il faut faire s'entraîner en courant sur la piste à l'intérieur du laboratoire. Et puis aussi, il faut communiquer avec ses parents, ses amis, à l'aide de moyens, email, les vidéos. Donc, que représente ce lancement réussi de Shenzhou 11 finalement Dr. Feng? Oui, le vaisseau de Shenzhou 11, en fait, il constitue une étape importante pour le programme spatial habité chinois. Mais comme ça, on peut résumer un peu le programme spatial chinois. En fait, il se divise en 3 étapes. La première étape, en fait, la première phase consiste à envoyer des navettes non habitées et puis dans l'espace, et puis faire des opérations et puis des expérimentations scientifiques autour de la Terre. La première phase a été accomplie par l'effet d'envoyer les premiers taïkonautes de Jiang Liwei dans l'espace et retour sain et sauf avec sécurité. En fait, cette première phase, on va dire, c'est bien accompli. Deuxième phase, en fait, consiste à franchir les techniques de base pour le programme spatial habité. Comme exemple, envoyer plusieurs taïkonautes pour plusieurs jours, et puis faire des sorties dans l'espace, et effectuer des activités extravéhiculaires dans l'espace, et puis aussi effectuer les rendez-vous et puis l'amarrage du vaisseau avec des engins dans l'espace. Et c'est une technique de base pour le franchir. Cette deuxième phase, en fait, est aussi bien accomplie. Maintenant, en fait, nous sommes au début de la troisième phase. La troisième phase, le but, c'est pour construire une station spatiale pour une longue durée. En fait, quelle est la durée limite un peu des humains dans l'espace? Est-ce qu'on a une idée de 6 mois ou 1 an? Est-ce que si l'humanité reste dans l'espace, à quelle durée c'est le plus long? La limite, en fait, c'est peut-être, la limite peut-être c'est comme une vie, un travail dans l'espace très limité. Peut-être au niveau de la psychologie, de la santé et puis tout ça. Ça a une influence. Pour l'instant, on sait à l'intérieur, pour les stations internationales, le plus souvent c'est 6 mois. Mais il me semble que l'année dernière, c'est-à-dire les astronautes, cette équipe, ça à peu près 9 mois, 10 mois, près d'un an. En fait, pour l'instant, dans l'espace, les astronautes, le maximum de durée, en fait, moins d'1 an. Mais peut-être, les essais sur la Terre, pour l'instant, simulation, on commence à faire. Par exemple, pour le futur programme, pour l'envoi sur le Mars. Déjà, sur le chemin, ça prend 6 mois. Et puis, quand on reste pour faire des explorations scientifiques, ça va durer plus longtemps. Ces entomèles, en fait, on commence à faire les essais pour le futur, espère avoir durée plus longue.
Ouais. Je pense que l'humanité a toujours l'ambition de conquérir l'espace et certainement, on va faire du progrès là-dessus. Mais revenons sur le lancement de ce vaisseau. On constate que les vaisseaux spatiaux chinois ont toujours des noms très originaux. Parfois, c'est un peu difficile pour les étrangers. Par exemple, nous avons la déesse de la Lune, Chang'e, vous avez mentionné aussi au début, et le palais céleste, Tiangong. Et cette fois, le Shenzhou, c'est un peu un bateau magique ou quelqu'un traduit comme vaisseau divin. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu les origines de ces noms à nos téléspectateurs? Je suis partisan totalement de cette nomination sémantique est tellement bien choisie. On a déjà, ils ont mentionné le Chang'e, qui correspond par exemple à une légende dans la mythologie. Il faut que finalement la nouvelle technologie s'enracine dans la culture. Si concrètement, je dirais d'abord sur le laboratoire, d'abord le Tiangong quoi, c'est le palais céleste, c'est-à-dire où les taïkonautes vivent, travaillent et se posent aussi. Et tandis que sur le Shenzhou, c'est une sorte de bateau, mais bateau qui ne navigue pas sur la Terre, mais c'est entre Terre et disons, l'orbite qui fait les navettes. Le Shenzhou va rapporter surtout taïkonautes, tandis que par exemple le Tianzhou figure qui va rapporter ravitaillement, notamment, disons, tout ce qui est d'essence carburant pour la propulsion. Donc les trois noms nommés, le Tiangong, Tianzhou et le Shenzhou, c'est aussi une sorte de division du travail. Le palais, on vit, on travaille. Les navettes, le bateau qui va rapporter, transporter. L'un, c'est pour l'homme, l'autre pour matériaux. Donc, il y a de sens réels là-dedans, en fait. Tout à fait. Alors, on rappelle que les débuts de l'industrie spatiale chinoise est quand même très difficile. Le pays était pauvre et qu'on n'a pas beaucoup de matériel. Comment expliquez-vous ce développement rapide de l'industrie spatiale chinoise? Si on peut dire qu'on peut diviser dans plusieurs domaines. D'abord, c'est la vision. La vision stratégique qu'on a déjà dans les années 50 et après dans les années 60, 70, on a fait le premier pas avec le lancement du premier satellite, l'Orient Rouge. Mais surtout, moi je pense que dans les années 80 et 90, avec le programme dit Jiu'er, c'est-à-dire janvier 92, on a fixé, je dirais, un grand plan national dans les aérospatiales pour 30 ans ou 40 ans. Et concrètement, dans ce siècle, après, disons, le tournant du siècle, qu'on voit d'abord détermination des autorités politiques de plus en plus affirmées, et deuxième, c'était surtout les conditions de financement. Avec l'amélioration, avec, disons, le succès économique, on a plus de moyens à s'investir dans ce domaine. Et le 3, bien sûr, c'est très important, ce sont des choses concrètes, c'est la progrès technologique, comme disons, les grands maîtres font là, on sait bien dans quel domaine, par exemple, les matériaux, tout ce qui est de fabrication spéciale, des métaux, disons, particuliers, et tout cela, on fait vraiment de progrès pour que finalement, on puisse réaliser cette progression. Oui, à mon avis, parler de point de vue peut-être technique, je pense que le développement ultra rapide du programme spatial chinois est dû essentiellement en fait aux conditions nationales. En fait, il est basé sur l'innovation 100% indépendante et puis sur la mobilisation et puis nationale. Et au début du programme spatial, en fait, la Chine se trouve au niveau de l'industrie, la base industrielle est très faible. Et à ce moment-là, en fait, l'industrie spatiale choisit toujours des cibles limitées et puis bien ciblées. Et en fait, en adoptant une approche progressive et puis avec une stratégie très ambitieuse et selon les conditions nationales des différentes époques. C'est très important. Et en fait, chaque pas accompli permet de franchir, a permis à notre programme de franchir de nouveaux sommets. Et nous avons d'abord développé c'est-à-dire les capacités d'entrée dans l'espace. Et ensuite, nous avons ensuite développé un champ d'activités dans l'espace.
Et au fur et à mesure, avec la montée en puissance de l'économie de la Chine, on développé et puis commencé à développer les capacités pour le vol habité. Et après, maintenant, avec tous les moyens économiques, nous commençons à travailler pour développer les capacités pour l'exploration d'espaces profonds, comme le Chang'e et pour le futur projet comme l'exploration de Mars. Et quand on parle de l'industrie spatiale chinoise, on voit bien que ça repartit à zéro, c'est tout à fait indépendant. Ça m'étonne que le domaine de technologie spatiale est un domaine où il existe très peu de coopération. On voit que la Chine, par exemple, a été refusée par les États-Unis dans la coopération dans sa station spatiale et qu'au début de l'industrie spatiale chinoise, il n'y a rien comme coopération. On peut apprendre de personnes. Comment expliquez-vous cela, cette particularité de ce domaine? Je dirais que l'aérospatiale, bien sûr, c'est le point fort de la puissance de l'État. Et que je ne dis pas qu'il est normal, mais il est assez courant que finalement, dans les secteurs, disons, hautement sensibles, il y a toujours une sorte de chasse gardée, moins de coopération, même entre alliés. Nous avons dans les années 50 quelques connaissances venues de l'Union soviétique, alors pays, disons, alliés avec nous. Mais dans la période de la guerre froide, on sait que l'URSS et les Américains sont faits de grandes concurrences dans le domaine. Il n'y a pas vraiment de coopération au sens propre, surtout dans les secteurs sensibles. Tandis que nous développons plutôt compter sur notre propre force. Mais aujourd'hui, je pense que la guerre froide est terminée. Il y a plus de marge dans des coopérations internationales, dans certains domaines non sensibles, par exemple la biotechnique, des choses, disons, matériaux, certaines expérimentations agricoles, tout ça, ou purement scientifiques. Dans ces domaines, disons, moins sensibles, il existe tout de même certaines marges de faisabilité dans les coopérations. Mais finalement, on voit que le développement de technologies spatiales ou l'industrie spatiale, ça bénéficie à notre vie quotidienne. Ça un peu, tout le monde peut en bénéficier, non seulement les personnes dans un seul pays. Ça pourrait être un peu loin de notre vie. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets, Dr. Fong, de comment l'industrie spatiale peut influencer notre vie quotidienne? Et en fait, les technologies pointes développées dans le domaine aérospatial, elles sont partout en fait présentes autour de nous. Par exemple, c'est même parfois de manière peu visible. Par exemple, et quand vous allumez votre télévision, en fait, regardez les Jeux olympiques, ou même regardez l'émission dans d'autres pays, en fait, les satellites de communication et à l'autre extrémité, dans l'autre côté, en fait, transmettent des images à très bonne qualité sur nos écrans. Et en fait, c'est toutes ces techniques-là, c'est grâce à la satellite de télécommunication. Pour tous les jours, dans la vie quotidienne, on voit la technique de spatiale qui joue un rôle dans la vie quotidienne des gens. Et un autre exemple, par exemple, quand vous conduisez sur les routes modernes extrêmement compliquées, et en fait, pour des automobilistes qui n'ont pas de bon sens dans ce cas-là, la navigation GPS devient un outil indispensable. Et puis ça se trouve dans la vie quotidienne, presque tous les jours. On voit ils sont visibles ou non, les technologies spatiales se trouvent autour de nous. Il semble que le rythme de concrétisation de progrès aérospatial dans la vie courante se réduit. Auparavant, ça fait peut-être en décennies. Maintenant, c'est 3 ans sans tout de suite l'effet immédiat. C'est le GPS, c'est vraiment une technologie qui change un peu notre vie. Alors, je préfère dire Beidou. Oui, Beidou. La navigation système chinois, c'est le Beidou. Oui, c'est vrai.
En fait, pour la Chine, on voit que la Chine a l'ambition de lancer son première station spatiale à l'environ 2020. Et la Chine a signé un accord avec l'ONU qu'elle appelle à la coopération internationale autour de ce projet. Et cet appel s'adresse à tous les membres de l'ONU. Donc, y compris les pays en voie de développement. Et comment interprétez-vous ce geste, sachant que maintenant, les pays en voie de développement sont souvent mis en dehors de la coopération dans ce domaine. Et vous avez évoqué aussi que c'est un domaine très sensible. Comme le docteur Feng a bien indiqué, par exemple, dans la concrétisation, utilisation, application de technologies concernant les communications, location, repérage, certaines expérimentations, tout cela, ce n'est pas de secret. Et bien sûr, la Chine pourrait faire quelque chose pour la contribution du développement du Sud. Ainsi, on invite, on ouvre la porte pour la coopération. Et puis l'autre, c'est la recherche purement scientifique dans ce domaine. Je dirais que les partenaires peut-être sont limités, les Américains, les Russes et puis les Européens. Finalement, c'est que le ballon est dans leur partie. S'ils veulent, participer, nous joindre, faire des projets ensemble, ou comme certains cas, par exemple, à Outre-Atlantique, il y a encore des gens qui refusent, des coopérations avec nous. Aux États-Unis, c'est encore un tabou de coopérer avec la Chine dans ce domaine aérospatial. Alors, comment envisagez-vous le futur de l'industrie spatiale chinoise, Dr. Feng? Oui, c'est-à-dire actuellement, en fait, l'exploration chinoise se trouve en fait une nouvelle étape du développement. Et beaucoup de nouveaux projets ont été envisagés dans les années qui viennent. Je pense que le programme spatial chinois dans la future vont se développer selon les axes suivants. Le premier, en fait, l'exploration de l'espace proche de la Terre va rester un domaine important. En fait, l'application commerciale va prendre une grande ampleur pour en fait avoir une meilleure contribution au développement de la société chinoise. Ça, c'est un développement important pour la Chine. Et puis la deuxième perspective, en fait, le programme du vol habité va s'étendre vers l'espace profond, par exemple, plutôt sur la Lune ou bien après sur le Mars. Pour le grand univers, pour les grandes galaxies. Voilà, c'est ça. Et puis le troisième, les activités les chinoises, en fait, avec ces progrès, en fait, je pense avoir une influence de plus en plus importante sur la civilisation et les progrès de la société humaine. Et ça, je pense que c'est dans le futur, ça de plus en plus important. Puis en outre, je pense, pour la Chine, en fait, l'espace, pour nous, en fait, l'espace appartient à toute l'humanité entière. Et puis l'exploration spatiale du programme chinois, en fait, on peut dire avec une particularité, ça appelle coopération internationale. En fait, le programme chinois, en fait, la raison d'être, c'est pour l'humanité et puis pour le développement dans le monde. Voilà. Oui, je pense c'est que vous mentionnez déjà le mot conquête, l'espace. Moi, j'hésitais un peu. Je suis peut-être un peu plus écologique, un peu plus naturel. Dans ce cas-là, un peu plus théiste. On pense qu'aujourd'hui, avec, disons, le développement, on change un peu la notion, peut-être non pas utiliser le mot de conquête, mais on peut dire connaître mieux, disons, l'environnement, déchiffrer le secret, notamment l'univers, si et large, et essayer de trouver l'opportunité de développer, d'exploiter scientifiquement avec, disons, spécial. Alors, si on résume un peu, c'est un peu le rêve de toute l'humanité, le futur de l'industrie spatiale dans le monde. Alors, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à notre discussion et je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.